Un spectre hante l'Europe. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Existe-t-il une alternative au capitalisme ? Il y a au moins deux préjugés qui reviennent sans cesse quand la question est posée. Premièrement, le communisme n'a pas marché ou a donné lieu à de terribles dictatures comme l'URSS, la Chine de Mao, la République populaire de Corée, le Cambodge de Pol Pot, j'en passe et des meilleurs. Il ne s'agira pas dans le cours d'aujourd'hui de dire que ces pays ne sont pas une vraie application du communisme, ni d'essayer de faire le bilan calmement de tous les régimes revendiqués du communisme ou du marxisme pour savoir ce qu'il y aurait à jeter et à garder dans chaque. De manière générale, la théorie politique reste de la théorie, et il y a toujours des écarts entre ce qui est sur le papier et ce qui se produit dans la réalité. Ce qui nous mène au deuxième préjugé le plus répandu sur la question, l'anarchisme est une utopie. On a donc le choix, soit c'est un doux rêve irréalisable, soit un cauchemar quand ça se réalise. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ces préjugés sont aussi répandus. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes ? Ici, le fantôme, c'est moi. Dans son ouvrage Spectre de Marx, le philosophe français Jacques Derrida médite sur le sort du marxisme après la chute du mur de Berlin. Le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels s'ouvre sur une phrase célèbre « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Plus d'un siècle après, Derrida se pose la question de savoir si le spectre du communisme est toujours en train de hanter quelque chose. Le discours anticommuniste primaire est tellement présent et on clame tellement haut et tellement fort que le communisme est fini, dépassé, mort, que Derrida en vient à la conclusion que si on en parle tellement, c'est qu'on a peur qu'il revienne nous hanter un jour ou l'autre. Le communisme serait un mort-vivant, il ne part donc jamais vraiment, c'est un revenant. Il ne fait que revenir nous hanter sous des formes diverses et variées. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes de ces formes et tâcher de répondre à la question « Pourquoi les alternatives au capitalisme sont tellement dépréciées ?» Nous avons vu précédemment que pour penser une alternative au capitalisme, il faut totalement réévaluer notre rapport à la propriété. En un sens, on peut dire que Marx et Proudhon cherchent la même chose, mais pour rappel, là où Marx pense qu'on peut se servir de l'État pour renverser la classe bourgeoise, Proudhon lutte activement contre l'État, qui représente le pouvoir. Le communisme, c'est donc la mise en commun du fruit du labeur des travailleurs. On met en commun et on redistribue équitablement les biens en fonction des besoins de chacun. Ainsi, on fait triompher la conscience de classe qui dépasse les intérêts personnels de chacun. On appelle ça le collectivisme. Proudhon est adepte d'une autre théorie, qu'il appelle le mutualisme, et qui part du principe qu'on sort totalement d'un rapport d'offre et de demande, pour rentrer dans un rapport de fraternité et de solidarité. Pour cela, c'est très simple. Le prix des choses est indexé exclusivement au travail nécessité à leur réalisation. Proudhon prend l'exemple du valet de chambre. Si on doit se mettre au service de quelqu'un, presque H24, et pour assister cette personne dans tout ce qu'elle fait, alors on est en droit d'exiger 50% des revenus de cette personne. Logique, car on fait la moitié de son travail. La théorie anarchiste et communiste va continuer de se développer tout au long du 19e siècle et autant d'expériences anarchistes, communistes, collectivistes et mutualistes vont se répandre. Par exemple, le philosophe révolutionnaire français Charles Fourier imagine des lieux qui seraient aux mains des travailleurs, ouvriers et paysans et qui vivraient en harmonie en faisant les règles de la communauté eux-mêmes, en se mettant au service de la communauté et en jouissant tous ensemble du fruit de leur travail commun. On appelle ces lieux des phalanstères et plusieurs vont apparaître au cours de l'histoire. Ce qu'il faut remarquer dans ces appartements, c'est la hauteur de plafond, la lumière, on est en hiver pourtant, mais c'est un appartement lumineux, l'espace. Il faut imaginer que ces deux pièces représentent un luxe. Ce sont des conditions d'habitation qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît des conditions de logement au XIXe siècle. Dans l'anarchisme, on appelle ce mode de vie l'autogestion, c'est-à-dire une organisation de groupes ou d'individus qui ne nécessite aucune instance supérieure. On peut voir l'autogestion soit comme condition de l'anarchisme, soit comme sa finalité.
Même s'il y a un écart entre la théorie et la pratique, plus la théorie se développe, plus la pratique se développe aussi. Par exemple, autre barbu révolutionnaire, Pierre Kropotkin combat l'idée darwinienne selon laquelle c'est le plus fort qui gagne et qui survit au cours de l'évolution. Selon lui, c'est au contraire par l'entraide que les espèces arrivent à survivre, et l'humain n'est pas une exception. Quand des insurrections communistes ou anarchistes se présentent, elles font souvent appel à ces concepts: collectivisme, mutualisme, autogestion, entraide. On retrouvera ça dans la Commune de Paris de 1871. Par exemple, un soulèvement populaire qui a permis de voir émerger des solidarités inédites, ainsi que des organisations fortes et non hiérarchisées. Bonjour. Que pensez-vous de cette journée? C'est une excellente journée, une belle, oh que c'est beau. Et t'as vu la République et la sociale enfin réunies, regarde le drapeau. C'est magnifique. Oh quelle belle journée, je suis heureux tu sais. Qu'est-ce qui va changer pour vous monsieur? Tout va changer, j'avais jamais osé l'espérer. Tout va changer. Oh oui, allez, dansons. À l'échelle d'un pays, il y aurait aussi des exemples. Entre 1936 et 1939, l'Espagne sera divisée entre révolutionnaires et conservateurs. Ce sera la fameuse guerre d'Espagne, une guerre dans laquelle on verra foisonner les différentes expériences anarchistes et communistes, certaines régions allant même jusqu'à abolir l'argent. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. La Commune de Paris sera écrasée par l'armée de Versailles dans un bain de sang effrayant, même encore aujourd'hui. Le général Franco gagnera la guerre d'Espagne et imposera sa dictature par la même occasion. Quand on dit que l'anarchie est une utopie, ce qu'on veut surtout dire, c'est qu'on préférerait que ça en reste une. Dès qu'une expérience anarchiste se produit, les forces réactionnaires s'empressent de la détruire, et beaucoup d'autres exemples dans l'histoire iraient le confirmer. Les théories anarchistes et communistes font peur, ou sont prises à la rigolade, car quand elles cessent d'être des théories, elles remettent effectivement en question les bases de notre système. Alors, on préfère proclamer la mort des alternatives, tandis qu'elles continuent d'exister et de bourgeonner à diverses échelles, revenant nous hanter encore et toujours. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre.